d'entendre les résultats, les principaux résultats de cette étude de EY réalisée pour le syndicat des énergies renouvelables. Donc réaction face à ce que vous avez entendu, réaction face aux possibilités offertes, face à toute cette réalité économique des énergies renouvelables. D'abord, on voit très très clairement sur la carte que vous avez montrée que l'Île-de-France est très en deçà de son potentiel. Très en deçà de son potentiel, puisque certes, il y a un rond respectable quand on voit les retombées en Île-de-France. Enfin, au regard de la puissance de l'Île-de-France, 30% de la richesse nationale, 40% de la recherche française, on devrait être beaucoup plus gros et pas être distancé par la région Aquitaine, l'Occitanie ou Rhône-Alpes-Auvergne. Donc le sujet, c'est qu'on est parti en retard, on avait un gros retard en 2016 quand je suis arrivée. On était même dernier de la classe en termes de production de notre énergie renouvelable. Donc il a fallu mettre les bouchées doubles. Et si je prends juste un chiffre, mais ça est assez parlant, notre parc solaire installé était de 100 MW, alors que je crois qu'en Normandie ou dans les Hauts-de-France, il est de 150 MW, donc dans des régions qui n'ont pas forcément un meilleur ensoleillement que l'Île-de-France. Donc le sujet aujourd'hui, c'est mettre un coup d'accélérateur. Donc on a commencé par définir une stratégie, parce que si on veut avancer, il ne faut pas avancer en ordre dispersé, donc une stratégie pour savoir quel objectif on se fixait, des objectifs chiffrés dans tous les domaines énergétiques. Et donc ça nous donne 40% de notre consommation énergétique francilienne en 2030 doit être renouvelable. Et à partir de ces objectifs qui ont même été jugés trop ambitieux par mes Verts, c'est pour vous dire qu'ils pensent que c'est des objectifs qui sont durs à atteindre. L'objectif, ça a été de mettre ensuite les budgets. Et là aussi, on a fait un gros effort, puisque maintenant, nous allons mettre, d'ici 2024, 10 milliards d'euros sur la table pour la transformation écologique de l'Île-de-France. Donc 10 milliards d'euros, ça veut dire qu'un euro sur deux qui sera dépensé par la région aura un impact favorable sur l'environnement. Donc c'est vraiment un gros coup de booster, mais parce que j'ai bien en tête ce que dit l'étude EY. Ce que dit l'étude EY, c'est qu'il y aura des retombées économiques très fortes si on fait ce choix du renouvelable, à la fois en termes d'emploi, à la fois en termes de dynamique économique. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc la région décarbonée, en termes de production d'énergie, c'est d'abord pour nous, à court terme, le solaire et le biométhane. C'est aussi des réseaux de chaleur. C'est le solaire et le biométhane qu'on doit vraiment développer à marche forcée. On va travailler aussi avec toutes les collectivités d'Île-de-France. Là aussi, c'est un peu compliqué parce que chacun travaille en ordre dispersé et il n'y a pas vraiment d'autorité chargée de mettre ensemble, de mettre en lien toutes les initiatives d'énergie renouvelable d'une région. Et on l'a vu avec l'électromobilité, Autolib, on l'a vu avec plein de sujets. Chacun fait l'hydrogène, chacun fait son petit démonstrateur, sa petite initiative, et il n'y a personne qui fait le lien et qui met en cohérence. Donc nous, on veut que la région mette en cohérence, on veut apporter aux communes l'énergie aussi, l'ingénierie indispensable pour qu'elles puissent se lancer dans des projets. Donc ça va donner un certain nombre de projets qui pour nous sont phares. La ferme solaire régionale. Et je le dis puisque j'ai un certain nombre d'industriels qui sont présents dans cette salle. Nous voulons être innovants, nous voulons que le conseil régional, tous les besoins du conseil régional, de son siège qui est à Saint-Ouen, soient couverts par une ferme solaire régionale. Et nous allons lancer un appel à manifestation d'intérêt qui sera ouvert très rapidement pour que vous puissiez candidater et être les porteurs de cette ferme solaire régionale. Ça, c'est une première initiative. La deuxième initiative, c'est sur les lycées. On veut, là aussi, mettre les bouchées doubles. On veut 100 lycées solaires et on lancera l'appel à projet pour les 25 premiers à l'été. Donc là aussi, c'est important que vous le sachiez. Voilà ce qu'on va faire déjà à très court terme. Est-ce que ça veut dire que vous allez recouvrir les bâtiments du conseil régional de photovoltaïque à terme? Le Reichstag à Berlin a montré l'exemple, ce bâtiment emblématique recouvert de photovoltaïque, alors que c'était un bâtiment qu'on pourrait appeler classé par les architectes des bâtiments d'Allemagne. Comment est-ce que vous pourriez faire ça? Alors, en fait,
se sont télescopés 2 agendas. Vous savez que j'avais pris l'engagement de déménager le siège de la région, les 16 bâtiments qu'il occupait dans le 7e arrondissement de Paris, vers la banlieue, la Seine-Saint-Denis. Du coup, on a dû déménager très vite. Du coup, on a dû, pour le faire dans le cadre d'un mandat, donc on a dû s'installer dans des bâtiments déjà construits, qui malheureusement ne sont pas des bâtiments solaires. Et je le regrette. Donc on a déménagé, ça a été un énorme trajet à faire pour les 3000 personnes qu'on a déménagées en Seine-Saint-Denis, et on n'a pas eu le temps de mettre l'écologie au cœur du bâtiment. Mais j'ai lancé, dans le cadre de l'inauguration du bâtiment, un appel à projet auprès de tous les agents de la région pour rendre ce bâtiment le plus écologique possible et leur demander quelles étaient les innovations qu'ils voudraient voir mettre dans ce bâtiment. Le solaire sera peut-être dedans, mais j'avoue que là, ce sera peut-être plutôt pour un 2e mandat. En revanche, la ferme solaire nous permet d'approvisionner le siège et qu'il devienne à énergie positive grâce à l'énergie de la ferme solaire. Donc énergie des villes, énergie des champs, un équilibre entre le monde rural et le monde urbain, une alimentation. Alors, sur la région, le sujet du rural et de l'urbain ne se pose pas de la même façon. Sur l'urbain, on a un atout majeur, c'est nos toitures. On a un tissu de toiture qui est colossal. Donc effectivement, dans le cadre de notre plan solaire, nous, on fait un appel à projet. Si toutes les villes pourront candidater pour transformer une partie de leur toiture. Avec Engie, nous avions fait le cadastre solaire de l'Île-de-France. Il est aujourd'hui disponible sur la plateforme Île-de-France Smart Service. Chacun d'entre vous peut mesurer le potentiel solaire de l'immeuble dans lequel il habite, de sa maison individuelle. Donc effectivement, on va aider à la transformation solaire des villes. Mais on va aider les villes aussi sur les réseaux de chaleur et la géothermie. On a 8 projets de réseaux de chaleur et de géothermie aujourd'hui à financer. Sur la campagne, on a quand même encore du solaire, ça peut être sur les fermes solaires, mais on a aussi de la méthanisation, 20 projets de méthanisation que nous allons porter. Et puis on a aussi un tout petit peu d'éolien. Tout petit peu, pas beaucoup, parce que l'Île-de-France, les paysages sont en général remarquables. C'est souvent des forêts, on a 25% de forêts. Mettre de l'éolien dans de la forêt, c'est difficile, puis on n'a pas le droit de couper les arbres, des forêts protégées. On a beaucoup de champs, donc on a aujourd'hui peu de place pour l'éolien. Mais néanmoins, on a doublé notre capacité de production éolienne depuis que je suis arrivée. On est passé de 6 MW à 12. Donc, voilà. On a doublé x2. Mais quand on parle de tout petit, 6 MW, aujourd'hui 6 MW, c'est même pas une éolienne quelquefois. Non, mais je sais, c'est tout petit. Non, mais je vous le dis en souriant. Mais là, avant de rentrer, on m'a donné une très très bonne nouvelle. C'est qu'une autorisation venait d'être donnée à un champ éolien qui avait été obtenue en 2 ans et demi. Donc ça aussi, c'est assez remarquable. Donc ça veut dire que quand on arrive à convaincre le territoire, les habitants de l'utilité d'un projet, eh ben, on peut arriver à créer, même en Île-de-France, un champ éolien assez rapidement. Voilà, je dis bravo aux opérateurs de ce champ, parce que c'était en plein parc naturel. Donc voilà, c'est un beau projet. Puisque vous êtes en train de parler de l'éolien, il y a des endroits où ça ne se passe pas aussi bien que chez vous et où ils n'ont pas l'intention de doubler la surface. Que ce soit au niveau d'élus, un élu municipal, Fabien Bouglet, qui a sorti un bouquin sur la face noire de l'éolien, que ce soit un élu régional, Xavier Bertrand, en Hauts-de-France, que ce soit un élu à la magistrature suprême qui, à Pau, le 14 janvier, dans un discours, n'a pas tout à fait ménagé l'éolien. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? On a d'un côté une appétence de certains territoires pour de l'éolien, et puis de l'autre côté, est-ce qu'il y a une reprise politique, là, en ce moment sur le sujet de l'éolien? Alors d'abord, je dénonce un conflit d'intérêts majeur à répondre à cette question. Ayant familialement un mari qui est totalement engagé dans le Jérôme Pécresse. Oui, je le dis, parce qu'il faut quand même le dire. Mais... Sinon ça va tweeter. Oui. Mais mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas vivre avec nos contradictions. Moi, je vois bien l'intérêt de l'énergie nucléaire parce qu'elle est décarbonée, mais je vois aussi tous les risques qu'elle représente en cas d'accident. Et je vois aussi que ces risques, on doit diversifier nos risques énergétiques et on doit surtout les réduire à leur niveau. Et donc ça veut dire qu'on doit, 1, décarboner et 2, se tourner vers les énergies renouvelables. Et en disant ça,
on ne peut pas être schizophrène. Si on veut faire des énergies renouvelables, il faut les faire avec des outils qui en produisent. Donc moi, je suis favorable à l'éolien. Et je suis même un peu inquiète d'une France qui n'aurait pas une vraie maîtrise industrielle des processus des énergies renouvelables. Donc je pense qu'on a besoin d'avoir des champions français dans tous les domaines. Et donc, voilà, certains me diront le général de Gaulle a fait les centrales nucléaires. Je dirais que si le général de Gaulle était aujourd'hui à la tête du pays, il ferait le pari résolument des énergies renouvelables pour que la France ait une industrie qui sera l'industrie énergétique de demain et qui lui apporte la sécurité de ses approvisionnements et sa souveraineté énergétique. Donc je suis très favorable. Revenons en Île-de-France. Comment est-ce que vous faites pour équilibrer toutes les filières? Vous avez évoqué très brièvement la géothermie tout à l'heure. On a sous nos pieds un certain nombre de nappes, de la craie, de l'albien. Si on descend jusqu'à 1700 mètres de profondeur, on a le Dogger à 72 degrés qui s'en va jusque du côté de Reims. Comment est-ce que vous équilibrez toutes les filières? Alors, évidemment, je suis obligée de m'appuyer sur les acteurs de terrain, les territoires. Parce que la région, elle coordonne un plan global, elle subventionne, elle facilite, elle donne l'ingénierie. Mais ce n'est pas elle qui va faire, c'est aux communes de s'engager. Donc mon objectif, c'est de leur donner des outils qui vont les inciter à y aller. Alors comment on fait? On a fait un plan géothermie, on leur a dit, un plan réseau de chaleur, on leur a dit on cofinancera toutes vos initiatives. Ce n'est pas encore suffisant. Moi, je voudrais m'appuyer sur l'opinion publique. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'opinion publique? On va lancer une initiative qui s'appellera le budget participatif environnemental, qui va être lancée en mars prochain. Ce sera une plateforme sur laquelle on pourra déposer des projets qui pourront être portés soit par des associations, soit par des collectivités, soit même par des entreprises, dès lors qu'ils ont l'aval de la commune. Et l'objectif de ces projets à fort impact environnemental, c'est que si vous les déposez sur le budget participatif, les habitants voteront pour, s'ils les aident. Et ça permettra de susciter un vrai engouement pour certains projets. Ça permettra aussi peut-être de vaincre la réticence de certains maires vis-à-vis de ces projets. Et derrière, il y aura un bonus de financement régional, c'est-à-dire que la région donnera, en plus de ses clés de financement habituelles, 10% de bonus en plus pour faire ces projets. Et il y aura un gros volet énergie renouvelable. Il y aura un volet électromobilité, il y aura un volet hydrogène, il y aura un volet méthanisation, un volet géothermie, un volet solaire, un volet éolien. Tous les projets de ce type pourront être déposés. Et c'est important de le savoir parce que ça peut permettre de présenter au grand public, au large public, des projets pour susciter leur désir. Et on est en période municipale, évidemment, pousser les maires à aller plus loin dans ce domaine. La géothermie, ça marche, et tous les maires qui le font parlent des économies d'énergie que ça a suscité dans leur chauffage urbain et dans la gestion de l'énergie de la ville. Bois Énergie en Île-de-France. Et sur les méthaniseurs, j'ai fait aussi quelque chose, parce que c'est bien de construire des méthaniseurs, mais il faut garantir aux agriculteurs qui font les méthaniseurs ou aux énergéticiens qui font les méthaniseurs que le gaz va pouvoir être utilisé. Et donc nous allons aussi acheter beaucoup de bus au gaz pour la Grande Couronne, de façon à donner aussi des débouchés et des marchés à ces méthaniseurs de proximité. Bois Énergie en Île-de-France. Le bois énergie en Île-de-France trouve sa place. Chaudière à plaquettes, chaudière à granulés. Absolument, ce sont des projets qu'on soutient aussi, notamment sur des projets de grosses chaudières à bois, par exemple, dans des collectivités ou dans des lycées, avec évidemment les inserts qui vont bien pour les particules fines et avec le respect de toutes les réglementations en matière de pollution de l'air. Alors, hydroélectricité en Île-de-France, on ne peut pas faire grand-chose puisqu'on est dans un bassin relativement... Non, là je déclare forfait. Mais tout de même, il y a pas mal de biefs de voies navigables de France qui pourraient être électrifiées, qui ne le sont pas. Alors, il y en a certains avec des very low head, des turbines basse chute qui pourraient l'être. Alors, en Île-de-France, c'est compliqué parce qu'il y a aussi la question de la biodiversité, qui est quelque chose de très précieux sur nos rivières et qui est quand même très mise à mal par l'historique de la pollution, de l'urbanisation, etc. C'est compliqué à mon avis, pourquoi pas, moi je suis ouverte à tous les projets, je ne dis non à rien a priori, mais je pense que ce sera un peu plus compliqué parce qu'on est en zone quand même très proche de l'urbanisation.
Une dernière question pour terminer, peut-être un petit peu plus politique. On a les gilets jaunes d'un côté, une question donc économique, financière et sociale. On a les gilets jaunes d'un côté, on a les gilets jeunes, dont on va reparler cet après-midi. On aura avec nous Adélaïde Charrier. On a ceux que j'appelle les gilets verts, ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite, que sortir du charbon en Allemagne en 2038, c'est beaucoup trop tard. Comment est-ce qu'on fait pour concilier tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour concilier fin du monde et fin du mois? Comment est-ce qu'on fait pour concilier l'instantanéité économique et la lutte contre le réchauffement climatique? Pour moi, c'est une question absolument cruciale. C'est une question absolument cruciale. C'est pour ça que moi, je refuse l'idée même de décroissance, alors même que je veux participer à la transformation écologique à marche forcée de la région. Je m'inscris contre la décroissance. Je pense qu'il faut absolument que l'écologie soit sociale et qu'elle soit créatrice d'emplois, donc qu'elle soit accessible à tous et qu'elle soit créatrice d'emplois. Alors je vais donner 3 ou 4 exemples de ce qu'on fait concrètement à la région pour empêcher effectivement qu'il y ait cette opposition entre l'écologie et l'emploi, l'écologie et le social, et que l'écologie puisse être accessible par tous. On nous dit qu'il faut faire une zone de faible émission, à Paris et en petite couronne pour lutter contre la pollution. Oui, mais du coup ça veut dire que les artisans, les commerçants, les PME, pour continuer à travailler, devront acheter des véhicules neufs et des véhicules non polluants. Donc nous avons mis en place une aide entre 3 000 et 9 000 euros pour que tous les artisans, les commerçants, toutes les flottes captives, les TPE, PME, les livreurs puissent être changés. Et cette aide, elle est plébiscitée, et donc on va la multiplier par 2. Notre objectif, c'est de changer 20 000 véhicules, 2 roues, 3 roues, 4 roues utilitaires. Donc ça, c'est une première mesure. Les passoires thermiques, les passoires énergétiques, les HLM. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de limiter les passoires thermiques en Ile-de-France? On en a 50 000 dans le parc HLM. Si on laisse faire, au rythme de rénovation normal, on rénovera 1000 logements par an. Nous, on va multiplier par 5 nos aides pour permettre de rénover 5000 logements et de les passer avec des opérations de rénovation thermique et énergétique. Ça, c'est comment est-ce qu'on donne l'environnement, on le fait toucher du doigt à tout le monde. Les tarifs des transports en commun. Moi, je suis contre la gratuité des transports en commun parce que je pense qu'elle a beaucoup d'effets pervers. Le premier étant que elle empêche d'aller vers d'autres mobilités, notamment le vélo, la marche, qui sont bien meilleurs pour la santé que de prendre des transports en commun déjà saturés. Ça, c'est le premier effet pervers. Le deuxième effet pervers, c'est qu'elle ferait payer à des gens qui prendraient leur vélo ou marcheraient des transports en commun qu'ils ne prendraient pas. C'est un effet pervers. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui paye, mais ce serait le contribuable au lieu d'être l'utilisateur. Ça ne me paraît pas très sain. Et par ailleurs, parce que je pense que le service public a un prix, que quand on ne paye rien, quand c'est gratuit, on ne respecte pas ce qui est gratuit. Donc je ne suis pas favorable à la gratuité, d'autant plus que dans toutes les métropoles, notamment américaines, où ils ont essayé la gratuité, au bout de 10 ans, ils l'ont abandonné parce que leurs investissements n'étaient plus à la hauteur. Donc je ne suis pas favorable à la gratuité, mais je suis favorable à des tarifs incitatifs et à une écologie incitative. C'est pour ça qu'on a fait un pass à demi-tarif pour les seniors, pour les encourager à lâcher leur voiture. C'est pour ça aussi qu'on va faire un pass à petit prix pour les tout petits, pour que les familles soient incitées à ne pas prendre leur voiture. Les familles et les seniors, c'était ceux qui prenaient le plus leur voiture encore aujourd'hui, alors que beaucoup d'actifs se sont mis au transport en commun ou au vélo. Donc on est en train de travailler sur tous ces écosystèmes. Pareil, prime à l'achat de vélo. J'ai mis une prime de 500 € sur toute la région, parce qu'il y avait une prime très importante à Paris. Et si vous habitiez Trappes, ou si vous habitiez le petit village des Chouboulins en Seine-et-Marne, votre ville n'avait pas les moyens de vous donner la même prime. Donc il faut être réducteur d'inégalité. Vélo ou vélo électrique? Vélo électrique, 500 € pour les vélos électriques, mais on l'a étendu aussi aux vélos normaux cargo pour permettre aux livreurs et aux familles de pouvoir aussi se mettre au vélo. Mais vous voyez, toutes ces aides, moi, me poussent à dire quand même qu'il y a peut-être une réflexion à avoir peut-être sur la régionalisation de l'énergie, avec une vraie logique où les régions deviendraient les coordonnateurs de l'ensemble des stratégies énergétiques. Je pense que c'est important parce que nous, on veut réduire les inégalités entre l'urbain et le rural. Nous, on veut travailler aussi sur le plan de transport global. Nous, on travaille aussi sur les logements. Donc, on a des leviers sur la formation, sur le développement économique. On a les leviers stratégiques qui permettent d'être
j'allais dire, à la bonne échelle pour travailler sur les approvisionnements énergétiques. C'est pas ce qui a été choisi. On a fait le choix de l'État d'un côté et du micro-local, des syndicats locaux, etc. Moi, je pense qu'entre les deux, il manque un échelon stratège, et cet échelon stratège, ça devrait être les régions. Je sais qu'un certain nombre de mes collègues présidents de région se sont saisis, eux, de cette question énergétique au maximum de ce qu'on pouvait faire. Peut-être qu'on pourrait aller plus loin dans la nouvelle loi de décentralisation qui passera en juillet, pour donner une dimension de développement de l'emploi et de développement social plus forte à la stratégie énergétique. Merci pour ces pistes que vous nous donnez pour la table ronde, la première table ronde de cet après-midi qui sera consacrée au territoire et aux régions. Merci Valérie Pécresse pour ces mots d'introduction.